Vous regardez New World Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de décryptage. Quelques 9 millions de Rwandais sont appelés aux urnes ce lundi 15 juillet pour des élections législatives et présidentielles. Le président sortant, Paul Kagame, brigue un 4e mandat à la tête du pays d'Afrique centrale. Pour rappel, Kagame dirige le Rwanda depuis la fin du génocide des Tutsis en 1994 et il est à la tête du pays donc depuis 24 ans. Nous retrouvons notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Paul Kagame au Rwanda a été élu pour la première fois par le Parlement en l'an 2000, puis à trois reprises au suffrage universel. À quoi doit-il sa popularité au Rwanda? Il y a deux choses qu'il faut lui reconnaître, même si on peut ne pas être d'accord avec lui sur d'autres éléments. La première chose, c'est que quand il prend le pouvoir au Rwanda, vous avez un pays qui sort de la guerre civile. Entre deux groupes très connus, les Hutus et les Tutsis. Peu de gens pouvaient jurer à l'époque qu'il serait encore possible que ces populations vivent ensemble à nouveau. C'est vrai, il l'a fait avec, j'allais dire, une main d'acier, mais présentement au Rwanda, revenir sur des considérations de Hutus et Tutsis, c'est interdit. Les gens sont des citoyens rwandais. Donc il y a un travail qu'il a fait sur ce plan-là, qui n'a pas résolu le problème, parce que ceux qui ont les blessures ont encore leurs blessures à l'intérieur, mais il n'y a plus d'espace permettant d'exprimer cela au niveau du pays. Il faut lui reconnaître que, après la guerre civile, on a retrouvé des populations qui, à nouveau, recommencent à vivre ensemble. Le deuxième élément qu'il faut lui reconnaître, c'est que même s'il l'a fait toujours avec la poigne, il a quand même lancé ce pays sur le plan économique. Avec plus de 7% de croissance pendant plusieurs années, il faut lui reconnaître également ce travail qui a été fait, qui a permis au Rwanda aujourd'hui d'être un véritable partenaire. Vous avez DP World qui s'intéresse au Rwanda, les firmes allemandes, etc. Les gens s'intéressent à ce pays parce que, d'un point de vue économique, effectivement, il a pu réussir un certain nombre de choses. Mais là où on peut parler de problème, c'est plutôt du côté des libertés, du côté des droits, où effectivement, il y a bien des choses à dire, y compris même dans ces élections où un certain nombre de candidats et de candidates ont été empêchés de participer à la course. Il était arrivé au pouvoir dans des circonstances particulières. Vous parliez tantôt du génocide rwandais, mais justement, 30 ans après, est-ce que le cauchemar de ce génocide a été surmonté par les Rwandais? C'est difficile de le dire parce que, comme je disais, on refuse qu'on revienne là-dessus. La meilleure façon de le faire, c'est de faire une étude. Puisque si les Rwandais l'ont surmonté, il faudrait qu'on laisse les Rwandais pouvoir l'exprimer, alors qu'on ne veut pas qu'on en parle. De la même manière, on est sorti il n'y a pas longtemps des cérémonies concernant ces génocides. Vous avez vu tout ce qui est organisé comme cérémonial quand il s'agit de célébrer, de commémorer le génocide. Et on le fait pour un travail également qui puisse permettre aux populations d'aller dans le sens de se pardonner. On ne peut pas oublier, c'est vrai, mais de laisser cela derrière et d'aller vers l'avant. Mais on n'a pas donné aux gens la possibilité de s'exprimer. Vous avez un mouvement d'ensemble qui est là. Il est interdit de faire le mouvement inverse. C'est difficile de dire est-ce que véritablement au niveau des Rwandais le problème a été résolu. Puisque si vous essayez de faire une étude sur une telle chose, on va vous attraper automatiquement. Paul Kagame au Rwanda, malgré donc les avancées enregistrées par son pays en matière de développement en infrastructure et de progrès socio-économique et toujours quand même critiqué et accusé de museler les voix qui se lève contre son pouvoir. En 2017, il avait été élu pour un 3e mandat avec un score écrasant de plus de 98% des voix, et cette fois-ci, le scénario semble connu d'avance et il se retrouve encore avec presque les mêmes adversaires dans les urnes. C'est carrément cela. On reprend les élections de 2017 avec les mêmes candidats. Malheureusement, si on regarde ces candidats, le candidat Payimana avait obtenu 0,7%, l'autre candidat Abineza avait obtenu 0,5%.
Lui, il en avait obtenu 98. Vous voyez que la marge, elle est extraordinaire. Quand vous parlez de ces candidats de l'opposition, l'un est un candidat indépendant, l'autre représente les Verts, mais dans le paysage politique rwandais, ces gens n'ont même pas une popularité. Pour ceux qui ont suivi la campagne, difficilement ils ont pu mobiliser des gens pendant la campagne, pas seulement pour des questions de moyens financiers, mais parce que la tendance au Rwanda, c'est le soutien au président de la République. Sur la douzaine de partis politiques qui existent au Rwanda, il y a un seul qui ne soutient pas le président de la République. Mais vous imaginez en ce moment, quand on organise la campagne, c'est comme si tous les partis sont déjà avec le président de la République. Bon, ceux qui restent, ça ne représente pas grand-chose, en plus du fait que le Rwanda est un pays où le service secret est partout. Donc, on ne sait pas qui est qui dans la foule. Chacun va préférer pouvoir être présent du bon côté, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler pour ne pas se retrouver avec des difficultés. Et nous attendons les résultats provisoires pour le 20 juillet prochain et les résultats définitifs des législatives et de la présidentielle au Rwanda le 27 juillet. Mais les sondages indiquent qu'il ne devrait pas y avoir de surprise majeure. Mais on n'attend aucune surprise puisque qui est ténor au niveau de l'opposition au Rwanda? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est ça la réalité. Maintenant, est-ce qu'on va assister au scénario à la gambienne où on sous-estime les candidats et les candidats vont passer? Ben, j'ai lu aucun éditorial, je n'ai vu aucun analyste aller dans ce sens. De façon générale, tout le monde considère que le résultat est connu d'avance. J'ai même vu un de ses partisans dire qu'il faut arrêter même avec les 98%, il faut qu'on l'élise cette fois à 100%. Ben, quand quelqu'un qu'on doit élire à 100%, est-ce qu'on peut aller chercher qui peut lui tenir tête dans des élections avec la situation actuelle au Rwanda? Et en matière de politique étrangère, l'entente n'est toujours pas de retour entre Kigali et Kinshasa. Ben, la paix ne peut pas être de retour parce que l'information claire de la participation du Rwanda au combat du M23 était déjà là. Les informations deviennent de plus en plus précises. Actuellement, quand vous lisez tous les documents qui sont produits par des groupes indépendants et des groupes d'études et de recherche sur la question, le minimum que les gens donnent comme chiffre, c'est que 3000 soldats rwandais sont sur le sol de la RDC avec les combattants du M23. Mais c'est clair que dans ces conditions, les donnes sont autres. Vous avez vu le chanteur congolais de la RDC qui a été arrêté. Ce qu'il a dit est gênant, mais ça pose problème parce qu'il est en train de montrer que vous parlez de guerre, lui il dit que ce n'est pas une guerre, on nous frappe. Parce qu'effectivement, il y a des reculs. Vous avez des militaires qui ont été condamnés à mort parce qu'ils ont fui au niveau du front. Vous avez des militaires qui ont été condamnés à mort parce qu'ils collaborent avec ces groupes rebelles du M23, etc. Mais ça fait que la RDC se trouve dans une position très compliquée par rapport à un Rwanda qu'on considère à tort comme un petit pays, mais qui est en train aujourd'hui de créer énormément de problèmes à la RDC. De sorte que, si vous regardez, depuis que ces éléments clairs sont sortis, il y a de plus en plus de condamnations de Kagame de la part de pays qui pourtant sont en collaboration avec lui, l'Allemagne, la France, etc. Tous ces pays sont en collaboration avec le Rwanda, mais avec cette situation, vous voyez ces pays qui condamnent de façon plus forte aujourd'hui ce que le Rwanda est en train de faire en RDC. Et dans ces conditions, le président Paul Kagame est en voie d'être reconduit à la tête du pays. Ben, je me demande d'où pourrait venir une surprise au niveau de ces élections. Quand vous regardez l'engouement au niveau des images pendant la journée de vote d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez fait attention, vous avez regardé les bureaux de vote, mais les bureaux de vote sont décorés comme si la victoire est déjà acquise. C'est comme une cérémonie. C'est comme si on est venu faire simplement une formalité par rapport à ce vote-là. Mais ça fait que ce serait vraiment plus qu'une surprise, un véritable coup de tonnerre dans un ciel serein. S'il y avait même second tour, encore moins qu'on nous dise qu'il a perdu les élections. Justement, le retour du président à la tête du pays, est-ce que cela devrait à nouveau compliquer ou non les médiations avec le voisin congolais? C'est déjà compliqué. On attendait un sommet qui avait été annoncé entre le président de la RDC, Félix Tshisekedi, et Kagame. Ce sommet tarde à avoir lieu. Vous avez de plus en plus à RDC des gens qui disent qu'on ne doit plus parler
de négociation parce qu'ils sont sur notre sol en train de faire la guerre. Il y en a qui font pression même pour que le président de la République déclare en bonne et due forme la guerre au Rwanda, ce qui bien sûr n'est pas souhaitable. Il ne faut pas suivre des va-t-en-guerre comme ça. La difficulté, c'est qui va faire pression sur Kagame. Parce que dans ce genre de situation, généralement, pour obtenir un résultat, il faut de la pression. C'est cette pression qui manque. Et ça fait que vous avez Kagame qui nie quelque chose qui est devenu... Justement, d'où devrait venir cette pression de la CEMAC, de la communauté internationale, mais de partout, en commençant par la CEMAC, qui est l'organisme qui gère la zone, mais de l'Union africaine, puisque nous sommes en Afrique, c'est 2 pays africains qui se retrouvent en situation difficile. C'est le président angolais qui se charge de la médiation, mais de l'ONU également. La RDC est actuellement en situation de difficulté. Tellement en situation de difficulté que cette même RDC qui disait à l'ONU de partir et de partir rapidement, n'attendait même pas le délai, est en train de dire à l'ONU, attendez, ne partez pas comme ça, faites doucement parce que les conditions ne sont pas claires, vous ne pouvez... Mais ça veut dire que la RDC est en situation difficile par rapport à cette situation. Mais il est important en ce moment, mais que l'Union africaine, que l'ONU prennent leurs responsabilités en tant que des organismes qui ont un caractère africain pour l'un, international pour l'autre, pour arrêter ce problème avant que ça ne nous amène vers pire, c'est-à-dire carrément une guerre entre la RDC et le Rwanda, et on va parler encore de force d'interposition ou de je ne sais pas quoi, mais qu'on agisse pendant qu'il est encore temps de le faire avant que les choses ne dégénèrent. Autre sujet concernant le Rwanda, le pays devrait accueillir des réfugiés étrangers en provenance du Royaume-Uni. Que devient ce projet après le départ du Premier ministre Rishi Sunak qui défendait farouchement l'initiative? C'est un projet mort-né au niveau du Rwanda. C'est pas Rishi Sunak d'ailleurs qui a initié le projet. C'est son prédécesseur qui avait commencé avec le projet. Et lui, il est venu, il l'a accéléré. Au niveau du Rwanda, tout était prêt. Des centres d'accueil avaient été construits et tout pour pouvoir accueillir cela. Mais au niveau de la Grande-Bretagne, plusieurs fois, on a voulu envoyer les premiers, mais les procédures judiciaires ont bloqué, retardé, jusqu'à ce que finalement on change de Premier ministre. Et celui qui est là est extrêmement clair. Il ne va pas continuer ce processus. Il n'envisage pas de prendre des personnes en situation irrégulière, de les envoyer au Rwanda pour que ces gens se mettent à discuter pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, s'ils vont avoir un visa ou pas. Bon, le Rwanda, lui, dit qu'il va même négocier avec d'autres pays. Si les gens veulent envoyer, ils sont prêts à recevoir. Donc, du côté Rwanda, ils gardent la même logique. Mais du côté de la Grande-Bretagne, cette affaire est terminée avec le Premier ministre actuel. Et pour justement terminer sur ce sujet avec le Rwanda, les électeurs doivent élire à l'issue de ces législatives 53 députés directement. Actuellement, le FPR compte 40 sièges sur 53 et ses alliés 11 sièges. Dans une configuration où 27 sièges doivent être réservés par quota aux femmes, aux jeunes, mais aussi aux handicapés, justement, cette configuration est-elle propre au pays? Oui, elle est propre au pays et elle est propre également à cet esprit de réconciliation d'après le génocide, où il fallait faire en sorte que tous les compartiments du pays se sentent concernés. Dans des élections, il n'y a pas de limitation d'âge pour être candidat au niveau des élections législatives. Et quand on ne fait pas attention, on peut se retrouver avec plus d'hommes que de femmes. On peut se retrouver sans des jeunes. Les quotas permettent d'obliger à ce que ces gens-là soient présents au niveau de l'Assemblée. Et c'est dans ce cadre-là que cela a été fait pour qu'on sache que le Rwanda, c'est des femmes également, c'est des jeunes, et ils sont au Parlement. Mais c'est très bien fait quand il s'agit de faire participer des fragments de la population, mais quand vous regardez ce quota qui est donné, c'est lui qui l'emporte également. Derrière, il y a également une stratégie politique pour gagner les femmes, pour gagner les jeunes, pour qu'ils votent pour le président actuel. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis dans Décryptage.